avant de démarrer, on va commencer par un petit tour de présentation pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Moi, je suis Sophie Trieux, je suis marketing manager France chez Partout depuis un peu plus de 4 ans et je suis rejointe aujourd'hui par Stan. Oui, moi, Stan de Basler, je travaille dans l'équipe commerciale de Partout et j'aurai le plaisir de vous présenter ces nouvelles initiatives pour 2025 aujourd'hui. Bonjour Elisa, bonjour à tout le monde qui nous ont rejoints. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas également, chez Partout, chez Partout, on est une société SaaS qui permet aux points de vente physiques d'être mieux trouvés sur Internet. On va se baser sur 3 briques. Une première brique sur la visibilité en ligne en travaillant le SEO local avec du presence management notamment. On va avoir une brique sur de l'e-réputation, donc la gestion de vos avis clients sur Google et sur Facebook. Et on va également avoir une brique sur le conversationnel avec la gestion des messages, que ce soit sur Messenger, WhatsApp ou encore Instagram. On est aujourd'hui plus de 400 collaborateurs et on accompagne 1200 enseignes clientes partout dans le monde, donc dans plus de 150 pays. Donc là, je pense qu'on va pouvoir commencer doucement. Pour vous faire un petit rappel des 10 grosses tendances, parce que c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui, donc les 10 initiatives pour préparer 2025. Donc premièrement, une grosse brique sur du SEO local. Donc la gestion en local de vos fiches, que ce soit sur vos fiches ou sur vos réseaux sociaux. On va également faire un petit focus sur le store locator dans le cadre du DMA et en gros, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle régulation. On parlera également de la comparaison avec la concurrence, justement pour monitorer vos efforts sur du SEO local et voir un petit peu comment vous vous comparez avec vos concurrents. On va également faire un point sur la e-réputation et la voix du client avec notamment comment utiliser vos retours clients pour vous améliorer en magasin. Et enfin, une brique sur le conversationnel, donc avec l'intégration des canaux de messagerie dans vos canaux de communication, sur quelle plateforme miser pour avoir une communication efficace et comment capitaliser sur de l'IA pour assister vos équipes. Et du coup, je laisse la parole à Stan. Super, merci Sophie. Première partie qu'on va aborder ce matin, c'est donc la gestion bien entendu du SEO local. Ça concerne la gestion de vos données en local. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations encore qui travaillent avec une gestion centralisée, ce qui n'est pas forcément quelque chose de mal, hein, mais on voit qu'il y a de gros bénéfices à donner la main aux équipes en local pour mettre à jour certaines informations. Plusieurs bénéfices, c'est effectivement déjà de décharger les équipes qui sont en centrale. Ça permet de décharger une partie de la charge de travail. Ça permet également de mettre à jour des données de plus en plus précises puisque les personnes qui sont en local, à l'échelle d'un magasin, d'une boutique, ont beaucoup plus de contexte et d'infos que les personnes en général qui sont en centrale et sont les mieux placées pour optimiser leurs données. Si on peut donner un exemple, on voit qu'il y a un critère qui est très important sur Google, qui est celui de la date d'ancienneté d'un magasin, potentiellement d'une agence. Cette date d'ancienneté, on peut la renseigner sur Google et l'impact qu'elle aura, c'est qu'elle va vous permettre d'être trouvé sur des recherches liées à de la fiabilité, par exemple. Si je tape agence fiable sur Google, le fait qu'il y ait une date d'ancienneté qui soit importante, renseignée, ça permettra de faire en sorte que Google vous considère comme un établissement plus fiable qu'un autre qui a ouvert très récemment. Et donc, vous permettra de remonter dans certains résultats de recherche. Sauf qu'en général, cette information de l'ancienneté de l'établissement de l'ouverture de l'agence ou de la boutique, c'est souvent les équipes en local qui ont l'information. Et donc, c'est un exemple de données qui est pertinente à mettre à jour par le local. Et puis, le troisième point, c'est une notion autour de l'engagement. Lorsqu'il y a de la communication qui est faite par le national, par le central, c'est très bien. Ça permet d'animer le réseau, mais le fait que les personnes qui sont en boutique, en magasin, en agence, qui sont les personnes qui sont en front avec le client, puissent faire de la communication un peu plus ciblée, ça permet de créer plus d'engagement auprès de vos clients. Donc, en général, le gros frein qu'il y a à cette ouverture locale, c'est le fait que soit les équipes qui sont locales n'ont pas forcément le temps de tout mettre à jour, soit le fait qu'il peut y avoir
une volonté du national d'homogénéiser un peu la communication qui va être faite et de maîtriser un peu le discours, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hétérogénéité entre une partie du réseau qui va très très bien faire le travail et l'autre où vous savez qu'il y en a qui vont pas forcément s'en soucier et mettre à jour ces informations. Et donc, le bon juste milieu à trouver, c'est une bonne collaboration entre le central et le local, permettre potentiellement à une certaine partie du réseau de commencer à travailler. On le voit, les réseaux qui déploient l'ouverture au local commencent souvent par un peu les bons élèves avant de généraliser l'ouverture au local, et puis ne donnent le droit qu'à certaines informations à mettre à jour. On a donné l'exemple de la date d'ancienneté, ça peut être d'autres. Donc, c'est-à-dire garder la main en centrale sur des informations à mettre à jour et permettre à certaines boutiques du local de commencer à mettre à jour certaines informations et d'y aller un peu progressivement jusqu'à ce qu'il y ait un peu des bonnes pratiques qui soient adoptées par l'ensemble du réseau et que vous ayez un réseau qui soit performant au niveau local. Donc ça, c'est une premier axe sur lequel travailler pour 2025. Et ce qu'on peut voir, c'est que nos clients qui ont déployé la gestion locale, pareil, avec quelques réticences au départ, mais ça porte ses fruits. On a l'exemple d'Adecco qui, donc là, pour un total de 500 utilisateurs, qui a déployé le local en 2022 et qui a obtenu un score de complétion des fiches de plus de 10%. Donc, ça illustre bien le fait que justement, les personnes qui sont locales et qui ont les informations de leur propre point et leur propre établissement sont les mieux placées du coup pour mettre à jour et renseigner des informations plus pertinentes. On a un autre exemple avec Abeille Assurance. Donc là, on est sur 1124 utilisateurs qui ont déployé en local en 2021. Et eux, ils ont donné accès au local à la réponse aux avis. Et ils se sont rendus compte que ils ont eu un délai de réponse aux avis de 4 jours sur les 6 derniers mois. Ce qui est tout à fait correct. Et on a un autre exemple avec Aramis Auto qui a déployé en local en 2022 et qui observe un taux de complétion de 97% de ses fiches d'établissement, ce qui est excellent. Et donc, on voit que lorsque c'est bien fait, bien accompagné, ça porte ses fruits. Autre aspect qui est important, on parlait de l'engagement au niveau local, c'est valable aussi pour les réseaux sociaux. Le fait d'avoir une page Facebook nationale pour communiquer, c'est très bien. Souvent, moi, quand j'échange avec des enseignes, ils nous disent « Ah non, surtout pas, on ne veut pas donner la main à nos équipes magasins parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait, on n'a pas moyen de contrôler, il y en a qui ne vont pas le faire, donc il faudra qu'on le fasse à leur place, etc. » Il faut prendre en compte qu'il y a un vrai intérêt à, pareil, donner l'accès au local à vos équipes. Ça permet de créer plus d'engagement par rapport à des posts génériques, d'être plus pertinent, plus ciblé dans la communication. Ça donne plus de visibilité à votre marque et ça permet aussi de communiquer sur des animations, des événements qui seraient beaucoup plus localisés, par exemple en région, des salons, ce genre de choses. On voit beaucoup de marques qui s'en servent. La bonne manière de faire, c'est pareil, d'accompagner les équipes locales, c'est-à-dire de ne pas donner un accès et puis derrière ne rien contrôler. C'est pareil, petit à petit, de commencer à travailler sur certains établissements, de commencer à donner accès à certaines possibilités, certaines actions, continuer à animer des pages locales au niveau national, mais petit à petit, pareil, donner la main sur des prises d'initiative, des communications de la part de vos équipes. Et ça permet vraiment de créer plus d'engagement et donner plus de visibilité. La grande question, pareil, qui revient, c'est comment, on facilite le travail des équipes en local parce qu'elles n'ont pas toujours le temps de prendre le temps de faire des posts, de réfléchir, elles n'ont pas toujours l'inspiration. Et puis comment, si vous, au niveau national, vous allez pouvoir maîtriser un peu le discours. Et pour ça, il y a une très bonne pratique, c'est de aider vos équipes en leur créant des contenus, en leur mettant à disposition des templates, des bibliothèques de posts dans lesquelles elles vont pouvoir piocher et qu'elles vont pouvoir un peu remodeler avec du contenu un peu plus pertinent, plus localisé sur leur secteur. Et donc, ça vous permet de leur faire gagner du temps, de maîtriser un peu la communication qui va être poussée. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui adoptent ces pratiques-là et qui vont même jusqu'à mettre en place un système d'incentive pour les équipes en local qui vont communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'elles savent que ça va avoir un vrai impact bénéfique pour l'ensemble du réseau. Et donc, elles vont jusqu'à proposer des primes, des cartes cadeaux, des avantages, organiser des fois des concours
entre plusieurs établissements du réseau pour les inciter à mieux communiquer et plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une vraie stratégie gagnante pour 2025. Alors déjà, rappel de ce qu'est un Store Locator, là on parle plutôt de la partie site web. Le Store Locator, c'est une map interactive sur votre site web qui va référencer l'ensemble de vos établissements et qui va permettre d'accéder à des pages, des mini-sites en fait sur votre site internet, des pages locales de vos établissements pour avoir du contenu plus détaillé sur chacun de vos établissements et de prendre contact avec l'établissement en fonction de votre secteur. Ça peut être de demander un devis, ça peut être de juste simplement d'appeler, de faire une demande, d'envoyer un formulaire, bref, d'inciter aussi le client à prendre contact avec cet établissement et d'enrichir des informations sur cet établissement. Le Store Locator, c'est important parce que cette map, lorsqu'elle est bien optimisée, elle peut représenter jusqu'à 20% du trafic de votre site internet. Donc, c'est déjà un point qui est important à travailler. Et en plus de ça, donc il y a effectivement le DMA qui est arrivé cette année et qui va avoir de gros impacts sur le SEO en 2025. Rappel de ce que c'est le DMA, donc c'est le Digital Market Act. Et le Digital Market Act, c'est une loi qui a été votée par la Commission européenne qui vise à réguler une sorte de monopole qu'ont les GAFA par rapport aux autres acteurs. Donc Google est évidemment concerné et plus précisément ce que ça peut impacter en termes de SEO, c'est le fait que Google arrête d'avoir un monopole sur la source des sites qu'il propose dans ses résultats de recherche et va devoir s'appuyer sur d'autres sources de données, d'autres annuaires et mettre en avant ces autres sources. Concrètement, parmi ces autres sources de données, vous devez être familier avec les sites de lieux qu'on peut retrouver sur Google. Ces sites de lieux, en général, on peut les retrouver, mais ils apparaissent un peu plus bas dans les résultats de recherche. Un des impacts du DMA, il n'y a rien de définitif parce que Google est en train d'essayer de s'adapter, de se conformer à cette nouvelle règle. Donc, ils sont en train de tester pas mal de choses. Mais un des impacts, c'est qu'on voit que sur certaines recherches, les sites de lieux vont remonter en top résultats de recherche, alors qu'avant, on avait le Google Local Pack, qui étaient les trois premiers résultats qui étaient proposés par Google, qui étaient un peu le top recherche au-delà des liens qui étaient sponsorisés. Là, on voit que l'émergence des sites de lieux est un des impacts possibles du DMA. Et donc, quel est le rapport du Store Locator dans tout ça? C'est que sur votre Store Locator, vous allez pouvoir donc travailler, optimiser d'un point de vue SEO chaque page locale de chacun de vos établissements qui sera référencée sur votre site web. Et le Store Locator est un des moyens d'apparaître dans des sites de lieux. Et donc, un Store Locator optimisé, donc là, vous voyez qu'on a les trois catégories. On a un exemple de recherche. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour ceux qui nous regardent, mais la recherche qui a été faite sur Google, là, c'est agence de déménagement à Lille. Et donc là, on a un premier résultat de recherche qui apparaît. Donc là, vous voyez qu'on est dans le cadre d'une recherche locale. Et bien, premier résultat de recherche qui apparaît, c'est l'enseigne Demeco. Et c'est la page de son Store Locator de l'agence qui est à Lille qui remonte en premier. Le deuxième résultat de recherche qu'on voit, c'est les fameux sites de lieux, là, qui sont remontés avant le Google Local Pack qu'on voit en troisième, qui est en général plutôt ce qu'on a l'habitude de voir en premier. Et dans ces sites de lieux, eh bien, il y a également une page du Store Locator de l'agence Demeco. Et donc, tout ça, ça vous permet, en fait, en travaillant bien cet aspect sur votre site web, de vous positionner sur d'autres leviers que le Google Local Pack, qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, important de travailler autour de son site web sur cet axe du Store Locator, de commencer à bien l'optimiser, à bien travailler sa donnée pour se donner toutes les chances demain de pouvoir remonter dans d'autres sources sur les résultats de recherche. Remonter dans les résultats de recherche, c'est très bien, mais l'enjeu, c'est qu'une fois que je clique et que j'arrive sur votre site, sur votre Store Locator, eh bien, j'ai envie de vous contacter. Et donc, pour ça, on voit beaucoup d'enseignes qui font un très bon travail avec du texte SEO, qui optimisent très, très bien leur Store Locator et qui arrivent à remonter. Par contre, une fois que j'arrive, c'est le parcours client n'est pas très clair. J'ai besoin de beaucoup de clics en fait pour arriver sur, par exemple, une prise de rendez-vous, une prise de contact. Et donc, c'est important de travailler également sur son Store Locator pour l'optimiser d'un point de vue expérience client et de minimiser au maximum le taux de rebond. Et donc,
optimiser son store locator d'un point de vue expérience client, c'est savoir à quel moment pousser les call to action très très tôt dans le parcours client, mettre en avant ces liens de manière très claire sur votre site web, de sorte à ce que le client, très vite, en fait, on lui propose de prendre un rendez-vous, de prendre contact pour augmenter tout simplement vos call to action, vos nombres de rendez-vous, également favoriser votre SEO et centraliser la gestion de vos points de contact et de vos données clients. On va passer à l'analyse de la concurrence. Sur la partie analyse, chez Partout, on a beaucoup parlé de l'importance d'analyser ces données, d'analyser ces statistiques de visibilité, mais on parle très peu finalement du fait d'analyser la concurrence, et ça, c'est une des grandes tendances qu'on va voir en 2025. Il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui ont fait le travail de mettre en place des dashboards, de piloter leur visibilité, combien de fois leurs fiches Google sont vues, sur quels mots-clés ils ressortent, etc. L'étape d'après qu'on va beaucoup voir en 2025, c'est OK, je ressors, OK, je vois que j'ai une moyenne de 4,2 sur tout mon réseau, sur ma note Google, je vois que je ressors sur tel mot-clé, etc. Mes fiches sont cliquées tant de fois. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de mes concurrents et comment je me positionne sur mon secteur par rapport à mes concurrents? Et donc, il est important pour 2025 de commencer à mettre en place une stratégie d'analyse de la concurrence et de comparaison de nos indicateurs avec ceux de la concurrence. Et donc, il y a effectivement deux grands facteurs sur lesquels il est important de suivre vos concurrents. C'est un facteur autour du positionnement. Donc, positionnement, ça va être sur mes 10 plus gros concurrents, sur mes 10 plus gros concurrents nationaux. Je crois que j'ai vu qu'on avait quelqu'un, je crois, du repère de Bacchus qui nous regarde aujourd'hui. C'est par exemple sur mes 10 plus gros concurrents, le mot-clé Cavavin, c'est Lucie qui est repère de Bacchus ou pas? Je vois Lucie qui tape. Et ben voilà, parfait. Et ben voilà, Lucie, l'idée, ça va être de se dire comment est-ce que je remonte sur le mot-clé Cavavin ou Cavavin sur Google et comment je me positionne, comment je ressors dans les résultats de recherche, en quelle position je ressors dans les résultats de recherche par rapport à mes concurrents de manière générale. Donc ça, c'est un axe, par exemple, sur lequel travailler son analyse par rapport à la concurrence. Et l'autre aspect, ça va être de dire, OK, sur la partie Google, on parlait des notes, j'ai une note de 4,1, comment est-ce que je ressors par rapport à mes concurrents? Donc l'enjeu, ça va être d'analyser deux grandes catégories en 2025, comment je ressors les résultats de recherche et comment je me positionne d'un point de vue note Google et réputation. Et ces deux tendances, il est important de les analyser sous plusieurs angles. Il y a un angle national, donc c'est un peu ce qu'on vient de décrire, comment je me positionne par rapport à mes principaux concurrents du marché, mais c'est aussi intéressant lorsqu'on a des réseaux d'établissements de le suivre au local, parce que le repère de Bacchus qui se situe à Marseille, il n'a peut-être pas les mêmes concurrents que celui qui se situe au Havre. Bon, je suis pas sûr qu'il y en ait un au Havre, mais je dis ça parce que je viens du Havre, mais en tout cas, qui va se situer dans une autre ville. Et donc, vous avez des gros concurrents au niveau national. Et bien justement, un proche banlieue ou un local parisien n'a peut-être pas les mêmes concurrents dans son secteur autour de lui. Et donc, c'est important d'identifier justement d'un point de vue local quels sont peut-être les petits acteurs et comment vous ressortez par rapport à vos petits acteurs d'un point de vue local, à la différence d'une échelle beaucoup plus grande sur le national. Donc, autre grande tendance en 2025, c'est celle autour des avis clients. Pareil, les avis clients, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé chez Partout. Et là, on va voir que les avis clients, ils peuvent prendre plusieurs formes. Première nouvelle tendance à mettre en place, c'est celle de solliciter des retours clients. On voit beaucoup d'enseignes qui gèrent des avis, des fois qui subissent un peu la gestion des avis. L'objectif, ça va être de solliciter des retours clients pour mieux comprendre en fait comment vos clients parlent de vous. C'est bien d'analyser justement comment on se positionne par rapport à la concurrence, mais c'est important d'avoir des retours de vos clients, de comprendre. Lorsque vous allez vous dire, OK, j'identifie que je remonte, j'ai peut-être une note qui est très en dessous de ma moyenne de mon secteur et je vois que je remonte très peu sur certains mots et que finalement, une note de 4 sur Google, je pensais que c'était très bien, mais je me rends compte que mes concurrents, ils sont plutôt à 4,5, 4,6.
comment je peux travailler pour améliorer cette note. Meilleure manière de travailler pour améliorer cette note, c'est d'aller chercher plus de feedback de vos clients pour mieux comprendre quels sont vos axes de progrès et d'amélioration. Et donc, première chose, du coup, ça va être de mettre en place une stratégie de collecte des retours. Collecte des retours, ça se fait de manière très classique via des questionnaires, via email. On voit qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive avec l'émergence des canaux de contact digitaux où certaines enseignes commencent à solliciter des retours via WhatsApp, qui est un canal qui crée beaucoup plus d'engagement que ce qu'on a pu voir par email. Donc, une bonne pratique pour collecter des retours, c'est par exemple post-visite, en mettant en place de nouveaux canaux via WhatsApp et en utilisant plutôt des questions ouvertes, parce que les questions ouvertes, c'est ce qui va vous permettre à vos clients de beaucoup mieux s'exprimer plutôt que êtes-vous satisfait ou non de du conseil qu'on vous a apporté dans notre cave et reviendrez-vous nous voir. C'est très bien de savoir que le client est satisfait, mais ce qu'on aimerait mieux comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a plu, sur quoi on peut s'améliorer et pour avoir un maximum de retours clients. Parce qu'effectivement, l'idée derrière, ça va être de pouvoir les analyser, ces retours. Et pour les analyser, il y a plusieurs KPI à suivre. Le premier, c'est le NPS. Donc, le NPS, je rappelle, c'est Net Promoter Score. Et le Net Promoter Score, c'est un indicateur qui va mesurer non seulement la satisfaction client, mais surtout sa propension à vous recommander auprès de son entourage. Et donc, c'est très important de mesurer cet indicateur pour vous rendre compte quelle est la part de clients que vous avez qui est promoteur de la marque et à l'inverse, quelle part de clients vous avez qui peut être détracteur. Autre indicateur assez classique, c'est le CSAT. Donc là, on va faire de la pure mesure de la satisfaction client via du questionnaire. Et c'est aussi important d'ailleurs de mesurer justement les taux de réponse à vos enquêtes pour bien comprendre est-ce qu'elles sont bien construites, est-ce que vous les faites justement au bon moment, sur le bon canal. On parlait de WhatsApp. Donc pour voir si le temps que vous passez et ce que vous investissez dans l'envoi d'enquêtes, il est bien dépensé. Et un autre point qu'on voit aussi qui est important à mesurer quand on parle de satisfaction client, c'est de distinguer ça par point de vente. On voit beaucoup d'enseignes qui mettent en place des classements des différents points de vente par note de satisfaction client et qui essayent justement de capitaliser sur, encore une fois, ceux qui ont les meilleures notes pour déployer des bonnes pratiques au niveau de ceux qui ont peut-être les plus mauvaises notes pour les aider à remonter. Et le dernier axe, on a parlé justement de collecter les avis, des retours, de les mesurer. Derrière, ça va être, si vous êtes très bon, ça va être de réussir à répondre à ces enquêtes pour justement créer de l'engagement. Parce qu'un client qui est promoteur, qui est satisfait, qui vous met un bon avis, le fait de lui répondre, ça l'incite à revenir et et à vous redonner des bons feedbacks parce que ça lui montre que vous prenez bonne lecture de son avis et qu'il ne l'a pas envoyé dans la nature. Et lorsque vous avez un client qui est insatisfait, qui vous met un mauvais avis, c'est d'autant plus important de lui répondre parce que vous allez pouvoir mieux comprendre ce qu'il y a derrière son avis et puis vous donner une chance d'inverser la tendance et de lui montrer que vous prenez à cœur son insatisfaction et que vous allez peut-être transformer un client qui n'était pas content à la base en quelqu'un qui va avoir envie de vous donner une seconde chance. Donc, très important de gérer, de répondre à ces retours. La problématique qu'il y a, on la connaît tous, c'est qu'il n'y a pas assez de temps pour le faire. Ça demande du temps, tout ça. Et aujourd'hui, vous avez la chance en 2024, et ce sera d'autant plus fort en 2025, de voir l'IA qui se déploie un peu partout et qui vous permet justement de faciliter ce facteur temps et de vous décharger justement de ces tâches qui peuvent être chronophages et de vous faire gagner un temps considérable dans la réponse à ces retours clients. Là, on a donné un peu les bonnes pratiques pour gérer des retours clients et solliciter des retours clients. Et tout à l'heure, on a parlé d'analyser. Alors, l'analyse, elle doit se faire également au niveau de vos avis. Et une bonne pratique pour 2025, et ça qui est très simple à mettre en place, c'est de définir des catégories sur vos avis. C'est bien de savoir que vous avez une note moyenne de là, par exemple, imaginons que j'ai une note de 4,2 au global sur tout mon réseau. C'est bien de définir des catégories pour mieux comprendre quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles et pouvoir derrière définir des plans d'action. Donc là, on voit un exemple avec la catégorie accueil. Imaginons que sur mon réseau, j'ai une moyenne de 4,2, donc je suis très content. Et je me rends compte en définissant des tags sur mes avis
que derrière, lorsque je vais les analyser, en fait, j'ai 3,9 sur l'accueil. Et donc, ça fait partie de mes axes de progrès. Et donc, je vais pouvoir commencer à mettre en place des plans d'action pour améliorer l'accueil dans mes boutiques. On a un exemple de l'enseigne Migros et la première démarche qu'ils ont mis en place, c'est justement de distinguer les avis qui concernaient la qualité de la viande et donc de la boucherie versus la partie conseil qui doit être aussi très présente, je pense, dans l'univers des cavistes. Dans l'univers des cavistes, qu'on va attendre, c'est effectivement qu'il y ait des bonnes bouteilles qui soient proposées, qu'il y ait un large choix possible, mais surtout qu'il y ait un bon conseil. Et donc, c'est bien de savoir que vous avez peut-être 4 sur 5 sur Google, mais vous allez peut-être essayer d'analyser aussi comment se répartissent un peu ces avis. Mais donc, effectivement, voilà, ce qu'on va vouloir analyser ici, c'est différencier différentes catégories d'avis pour mieux comprendre comment vos clients parlent de vous, tout simplement, et mettre en place des plans d'action. Sur, du coup, cette gestion des avis, alors je pense que tout le monde ici a conscience que c'est important de répondre aux avis, mais on va le rappeler. Très important de répondre à vos avis parce que, alors là, c'est des données, on vous partage des statistiques qui sortent d'une étude consommateur qu'on avait réalisée un peu plus tôt dans l'année et qu'on a présentée au mois de juin. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on pourra vous transmettre le lien de cette étude. On a aujourd'hui une donnée donc, qui se ressort de notre étude consommateur qu'on a fait sur un peu plus de 1000 consommateurs, où on avait 53% qui nous expliquaient qu'ils étaient prêts à retourner dans un établissement si l'avis négatif qu'ils ont laissé a obtenu une réponse qui est satisfaisante. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que répondre à un avis négatif, c'est se donner une chance de transformer un client qui n'était pas satisfait en client satisfait. Dans la relation client, il y a un adage qu'on utilise beaucoup, c'est transformer le pépin en pépite. Et effectivement, l'avis client négatif, c'est une opportunité pour vous, si vous êtes réactif et que vous le gérez bien, d'inverser la tendance. Et je dirais que ça, c'est un cas qui est intéressant, mais le plus important, c'est que lorsque vous répondez à un avis négatif, en réalité, vous ne répondez pas au client qui vous a laissé un avis négatif, vous répondez à toutes les personnes qui vont le lire. Et donc, être bon dans sa stratégie de réponse aux avis, c'est envoyer un message très positif à l'ensemble des personnes. Ce qu'on sait, c'est que les avis qui sont les plus lus lorsque des clients vont consulter des avis, ce sont les avis négatifs en premier. Et que, alors là, on voit que 44% des répondants lisent systématiquement les réponses des propriétaires d'établissements aux avis négatifs. Donc, il y a vraiment un enjeu d'image de marque. Un autre enjeu qu'on voit beaucoup moins, c'est que c'est bénéfique pour votre image de marque, mais c'est aussi bénéfique pour votre SEO. Ce que va analyser l'algorithme Google, au-delà de à quel point vos fiches sont optimisées, vos données sont à jour et à quel point vos données sont cohérentes, c'est surtout est-ce que vous répondez à vos avis, combien d'avis vous avez et en combien de temps vous y répondez. Et donc, être bon sur sa gestion des avis, c'est bénéfique pour attirer de nouveaux clients, mais c'est aussi bénéfique pour remonter dans les résultats de recherche sur Google. Grosse problématique qu'il y a autour de cette gestion des avis, qu'on voit de manière très systématique, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'avis. Pareil, pas le temps d'y répondre. Il peut y avoir, alors lorsqu'on ouvre local, une réticence sur la cohérence des réponses parce qu'on a un enjeu de maîtriser le discours et il peut y avoir des disparités dans le discours sur la réponse aux avis, des personnes qui ne sont pas forcément formées à la réponse à ces avis. Et puis, il y a certaines plaintes qui peuvent être assez complexes et qui nécessitent plus de temps pour y répondre. Une bonne manière en 2025 d'y répondre, c'est pareil, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de feedback, c'est l'IA. L'IA vous permet de décharger vos équipes de toutes les demandes à faible valeur ajoutée. On peut prendre l'exemple des avis sans commentaire, les avis où il y a juste une note sans commentaire. Vos équipes peuvent y passer du temps à y répondre. Et globalement, un humain n'a pas une grosse valeur ajoutée à passer du temps à répondre à cet avis-là. Et donc, l'IA peut permettre de répondre automatiquement à tous ces avis sans intervention humaine nécessaire. Ensuite, sur les questions qui sont, on va dire, qui sont importantes à traiter parce qu'il y a un commentaire, mais qui sont moins touchy, on voit des enseignes comme Waffle Factory qui ont mis en place de la réponse avec de la suggestion par IA. Globalement, c'est le fait que sur l'interface
de la personne qui va répondre à l'avis, au lieu de tout taper à la mano et de réfléchir un peu à sa réponse, elle est une IA qui lui propose des réponses personnalisées, contextualisées par rapport à la question, aux commentaires du client. Donc ça permet de gagner un temps fou sur ces différentes réponses et permet aux équipes justement de se concentrer sur les demandes qui sont un peu plus touchy et là qui nécessitent 100% de l'humain parce que il y a des problématiques un peu plus complexes. Le client ne voit pas que la réponse a été suggérée par IA et les prouesses qu'on fait sur l'IA aujourd'hui permettent de faire en sorte que ce soit quasiment impossible de lire que ça a été écrit par une IA. Si on prend l'exemple ici du message d'un avis qui était géré par Waffle Factory, le commentaire était un commentaire 2 étoiles qui disait c'est bon, mais il ne faut pas être pressé même quand il n'y a personne. La réponse de l'IA, ça a été bonjour Elodie, merci pour votre retour. Nous sommes navrés de savoir que vous avez attendu plus longtemps que prévu. Nous allons faire de notre mieux pour améliorer notre qualité de service et réduire les temps d'attente. Ça, c'est une réponse qui est vraiment personnalisée, contextualisée, cordialement, et c'est signé bien entendu par la personne qui a le compte et qui est connectée chez Waffle Factory. Et donc, on a des réponses qui sont très personnalisées, très humaines, automatisées, donc qui font gagner un temps fou. Et là, encore une fois, on voit que c'est un avis auquel il est important de répondre, mais c'est pas un sujet très touchy. C'est pas quelqu'un qui nous dit qu'il a fait une intoxication alimentaire, par exemple, suite à une visite, où là, ça nécessiterait clairement qu'il y ait un humain qui soit 100% dédié. Donc, on voit aujourd'hui que l'IA permet de gagner un temps fou sur la gestion d'une majorité des avis et permet justement aux équipes de se concentrer sur les demandes un peu plus touchy et donc de répondre à l'ensemble des avis. Donc, pour 2025, une bonne pratique, c'est justement d'intégrer l'IA pour être en mesure de répondre à l'ensemble de vos avis et d'avoir une bonne image de marque et aussi de mieux remonter dans les résultats de recherche sur Google. Bon, exemple d'enseignes avec qui on travaille, qui ont mis en place de l'IA pour répondre aux avis. Ça totalise un peu plus de 300 000 avis qui ont été répondus via de l'IA et je pense que c'est que le début parce que c'est, comme je le disais, c'est une tendance qui va vraiment s'accélérer. C'est des choses qu'on a commencé à voir émerger cette année, mais c'est une tendance qui va vraiment s'accélérer en 2025. Voilà pour la partie comment on sollicite mieux des retours du client, comment on gère bien ses avis, comment on les analyse et comment on se sert de l'IA pour décharger les équipes et leur permettre de répondre à tous les avis. Maintenant, on va attaquer la partie conversationnelle. Alors, sur le conversationnel, on parle essentiellement des nouveaux points de contact digitaux. Alors, nouveau, il y a les canaux classiques comme les réseaux sociaux. Là, on parle à l'échelle d'un site web. On voit aujourd'hui que les points de contact qui sont proposés sur des sites web, alors on a vu l'émergence de chatbots, mais je pense qu'on a tous vécu une expérience qui a été assez désastreuse avec un chatbot et qui a été très frustrante pour le client. Et sinon, on a des canaux qui sont assez classiques comme le contact par téléphone qui marche bien ou du formulaire web. Des canaux comme Messenger, le SMS ou WhatsApp qui sont des canaux sur lesquels on va aller chercher pareil plus d'engagement côté client. Les clients ont plus envie aussi de nous contacter et on sort un peu des process un peu austères de formulaire de contact, d'échange par email. Et donc, c'est intéressant de l'avoir en tête. D'autant plus intéressant que on estime qu'en 2025, le commerce conversationnel représentera 5%, pas 50%, du e-commerce. Et donc, étant donné que le commerce conversationnel représentera 5% du e-commerce, c'est pas via de l'email qu'on va générer de la vente. Ce qui fait qu'on va générer de la vente, c'est de l'instantanéité. Et donc, c'est des canaux comme justement WhatsApp, Facebook ou Instagram, par exemple, ou du SMS, qui sont des canaux sur lesquels la marque peut entretenir un lien de beaucoup plus de proximité avec ses clients et peut vraiment être dans l'instantané. Si là, on a l'exemple de la paire de chaussures, si je suis en train de me poser des questions sur la matière, sur l'entretien, sur la taille, sur cette paire de chaussures, je ne vais pas envoyer un email. J'envoie un email plutôt quand j'ai une réclamation parce qu'on ne m'a pas livré ma paire de chaussures. Mais si je me pose des questions qui sont plutôt liées à de l'avant-vente, j'attends qu'il y ait un humain, j'attends plus d'instantanéité. Et donc, très important d'être présent sur ces nouveaux canaux. Et ça, on le constate aussi chez Partout, puisque on voit que sur nos clients qui ont déployé ces canaux, 70% des interactions qu'ils ont sur ces canaux sont liées à des intentions d'achat. Donc, soit une demande de devis, une demande d'information sur le produit, comme j'en parlais jusqu'à maintenant, ou alors, par exemple, effectuer une réservation. Et donc,
on voit vraiment que, il y a une forte appétence des consommateurs sur ces canaux-là, donc important d'être présent, parce que si vos concurrents sont présents sur les canaux où vos clients sont, c'est potentiellement eux qui vont les récupérer. Et en plus de ça, on voit qu'il y a un vrai impact business des conversations qui ont lieu sur ces canaux, à l'instar de canaux plus traditionnels comme l'email ou le formulaire. Et donc, il y a des opportunités business à aller chercher sur ces canaux-là. Si on rentre un peu plus dans le détail sur ces plateformes, alors ça, pareil, c'est des données qui sortent de l'étude consommateur qu'on avait animée avec Sophie en juin. Comment démarrer si vous n'avez pas du tout travaillé sur ces canaux de la date? Il y a des plateformes gagnantes qu'il faut considérer. Aujourd'hui, Messenger est la plateforme la plus utilisée, avec 47% de taux d'utilisation par les répondants à notre enquête, pour interagir avec une enseigne ou un magasin. Et le gros canal émergent qu'on voit et qui est en train d'exploser, c'est WhatsApp, qui a augmenté, dont l'utilisation a augmenté par rapport à notre enquête de 2023 de 250%. Et donc, Messenger est encore leader, mais on voit que WhatsApp arrive en force et donc va être un canal vraiment stratégique pour les marques. Le fait que WhatsApp arrive en force, ça va s'intensifier puisque je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi, mais cet été, Google a supprimé la fonctionnalité discuter sur les fiches Google. Avant ça, il y avait la possibilité de discuter directement avec une enseigne si vous activiez cette fonctionnalité via la messagerie Google. Et ça permettait, pareil, à un magasin de pouvoir discuter avec ses clients et d'améliorer le Drive to Store. Donc, c'est quelque chose en lequel Google croit beaucoup. Google a retiré cette fonctionnalité parce qu'ils sont pour un sujet de refocus, notamment sur des sujets d'IA, mais néanmoins souhaite continuer à proposer aux clients de pouvoir contacter leur magasin sur les fiches Google. Et là, on est en train de voir déjà en Amérique latine, là où WhatsApp est un canal fort, WhatsApp apparaître sur les fiches Google. Donc, la stratégie de Google, ça va plutôt être de s'appuyer sur des partenaires qui sont très bien implantés comme WhatsApp pour pouvoir garder cette possibilité de converser via les fiches Google. Et donc, on voit déjà, on avait déjà chez Partout l'hypothèse que WhatsApp allait être le canal poussé par Google. On voit que c'est déjà le cas en Amérique latine et donc c'est qu'une question de temps avant que ça arrive en France. Et donc, si vous voulez vous préparer en 2025, commencez à habituer vos clients à vous positionner sur WhatsApp, à habituer vos clients à discuter avec vous sur WhatsApp. Et lorsque vous devrez gérer ce canal en 2025 parce que ça sera présent sur les fiches Google, vous aurez pris l'avance sur vos concurrents et vous irez chercher plus d'opportunités business. Mais ça, pareil, que ce soit pour la gestion des feedbacks, la gestion des avis, ça pose des difficultés. Parce qu'on multiplie les points de contact, parce que les ressources sont pas illimitées et qu'il y a des enjeux de bande passante, surtout lorsqu'on va donner cet accès au local, aux équipes. Et donc, ce qu'on a pu constater, nous, chez Partout, pour nos clients qui avaient déployé ces canaux de contact, c'est que on a un délai de réponse moyen au message pour certains clients de 9 heures. 9 heures, c'est énorme quand on sait que justement, il y a près d'un internaute sur deux qui attend une réponse en moins d'une heure. Et c'est assez cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, lorsque je réfléchis, j'ai une intention d'achat où je me pose des questions pour venir dans votre magasin, dans votre boutique, j'attends pas 9 heures en fait. J'attends en moins d'une heure. Si j'ai pas de réponse, je vais aller chez un concurrent. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a sans réponse 80% des consommateurs qui iront chez un autre établissement. Donc là, on parle vraiment de clients potentiels qu'on va perdre parce qu'on n'est pas assez réactif sur ces canaux. Et donc, sans surprise, je pense que vous vous en doutez, la suite de l'histoire, c'est que l'IA soit là pour justement assister vos équipes dans la gestion de ces demandes. Et l'IA, elle a plusieurs rôles dans cette assistance des équipes. L'objectif, c'est pas du tout justement de répéter un peu les erreurs qui ont été faites par le passé avec les chatbots où justement je suis bloqué dans des arbres de décision et puis en fait moi j'ai envie de parler à un humain et je suis bloqué avec un robot et au contraire ça m'aide pas, c'est même très frustrant. Le rôle de l'IA aujourd'hui, c'est
de pouvoir s'occuper à 100% de la réponse lorsque c'est des sollicitations qui n'ont pas d'intérêt, c'est-à-dire c'est des demandes qui ne sont pas qualifiées, c'est un client qui pose des questions pas pertinentes ou qui s'est trompé. On ne va pas surcharger les équipes pour répondre à ces messages-là qui ne sont pas pertinents. Donc, l'IA permet déjà d'écrémer toutes les demandes qui n'ont aucune valeur ajoutée pour vous. La deuxième, ça va être de faire un premier tampon, je dirais, avant de passer la main à un humain, donc c'est-à-dire de commencer à qualifier un peu la demande, de voir si c'est une demande qui est très basique et qui là peut être répondue de manière très simple. Exemple, j'ai vu qu'il y a la Toussaint qui approche. Est-ce que vous allez être ouvert le jour de la Toussaint, oui ou non? Si vous n'avez pas fait le travail de mettre à jour vos horaires exceptionnels, etc., ou que le client va se poser des questions, l'IA peut y répondre en amont. Donc ça, il n'y a pas besoin qu'un humain y réponde. En revanche, lorsque on va se rendre compte que en fait, il y a besoin d'un peu plus de conseils, il y a besoin d'humains, très simplement, l'IA aujourd'hui, avec le niveau de l'IA actuel, va être en mesure de très rapidement passer la main à un humain et de rendre le parcours client le plus fluide possible pour éviter toute frustration. Et ça permet au conseiller qui récupère ou à la personne qui est en magasin qui récupère la demande d'avoir une demande qui est déjà préqualifiée, de ne pas avoir à faire tout le premier travail de quel est votre nom, est-ce que vous avez déjà client chez nous, etc. Ça, l'IA peut récupérer ces informations-là et permet à l'humain tout de suite de se concentrer sur sa tâche la plus forte valeur ajoutée qui est de conseiller le client et d'aller générer du drive to store. Donc ça, c'est vraiment pareil, la grande révolution de l'IA, c'est qu'elle vous permet de plus avoir cette contrainte de temps pour y répondre et d'être plus pertinent, de vous concentrer sur ce qui est aussi plus agréable, ce qui est du conseil, plutôt que de gérer des demandes à faible valeur ajoutée à la masse. Et le dernier intérêt de l'IA en 2025, c'est que l'IA, elle va pas se coucher, elle se repose pas. Et donc, si vous avez une boutique qui est ouverte de 9h à 19h et que ou vous avez un service conseil client au siège qui termine à 18h, l'IA, elle permet de prendre le relais pour tout client qui viendrait en dehors de vos horaires et donc de récupérer la conversation et de faire en sorte que le conseiller, lorsqu'il va se connecter le lendemain, il puisse voir l'échange qui a eu lieu avec l'IA et il puisse reprendre contact avec le client, puisque lorsqu'on échange sur WhatsApp, SMS ou Facebook, on est en mesure de revenir vers le client, à la différence des live chats qu'on peut voir sur des sites web, où lorsque le client est parti, j'ai aucun moyen de revenir vers lui parce que j'ai pas ses coordonnées. Donc voilà un rôle intéressant de l'IA et qui va permettre de capter beaucoup plus d'opportunités pour business côté client et donc d'être un peu dans les tendances marché 2025 et de générer plus de chiffre d'affaires. Et donc on voit un exemple de l'enseigne Cash Converter qui a mis en place de l'IA pour gérer une grosse partie de ces demandes. Et là, on a observé un cas très intéressant, c'est que, alors déjà, ils ont reçu 3000 conversations en 2 mois. Pour une ouverture, c'est assez énorme parce que en général, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est de commencer à ouvrir des nouveaux canaux de contact digitaux. Mais lorsque vous allez ouvrir WhatsApp, si vous ne l'utilisez pas déjà, vos clients du jour au lendemain, ils vont pas, il y a une habitude à prendre en fait. C'est pour ça que c'est important de commencer à habituer vos clients. Là, on voit que ça a très très bien pris parce que 3000 conversations reçues en 2 mois, c'est beaucoup. L'objectif pour Cash Converter, c'était d'arriver à augmenter les ventes et le volume d'achat, de réduire la charge de travail du siège justement sur ce que j'évoquais sur la gestion de ces demandes, et puis pareil d'innover pour se différencier de la concurrence en se positionnant sur des canaux digitaux que les clients attendaient et qui permettaient d'apporter satisfaction. Et donc, ils ont déployé WhatsApp et Facebook Messenger et 3000 demandes reçues. 77% des demandes qui ont été entièrement gérées par l'IA et on a obtenu que c'est des 95% des conversations qui ont eu un impact sur le revenu. Donc, on fait le lien très clair entre, on n'est pas dans du support client là, on est dans des clients qui sont intéressés pour acheter. L'IA permet d'automatiser une grande partie, donc les 23% restants, ça a été des demandes sur lesquelles l'équipe a pu se concentrer de manière beaucoup plus sereine parce qu'elles ne sont pas retrouvées sous l'eau par rapport à des gros volumes de demandes. Et donc, on voit qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires très intéressant. Et pour vous en montrer un exemple,
On voit ici, donc là, vous êtes sur l'interface de Cache Converter donc là, c'est l'IA qui répond complètement. On voit qu'il y a des informations qui ont été communiquées plus haut. Et un exemple de question du client, ça a été: est-ce possible d'envoyer un produit d'un Cache Converter à un autre? Réponse de l'IA. Et ça, c'est parce que l'IA a été bien travaillée en amont. Malheureusement, nous n'effectuons pas de transfert d'article en magasin. Toutefois, vous pouvez réserver l'article en ligne pour 24 heures et vous rendre sur place pour l'acheter. Donc là, c'est vraiment un exemple très concret du rôle de l'IA de guider le client et clairement, de générer du drive to store pour que le client vienne acheter et qu'il n'ait pas de doute et peut-être pose la question à un concurrent et sa réponse et aille dans la boutique du concurrent. Voilà pour les grandes tendances qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Je te laisse conclure, Sophie, et puis on prendra les questions avec plaisir. Merci Stan, du coup, pour cette présentation. Si vous deviez garder que 4 grosses idées de cette présentation, premièrement, d'optimiser du coup votre présence sur le local, notamment sur le SEO et sur les réseaux sociaux, et également d'optimiser votre store locator dans le cadre de la DMA, parce que c'est hyper important de pouvoir remonter du coup dans les résultats de recherche grâce notamment à un store locator et à une présence sur le local optimisée. La deuxième brique, du coup, ce serait de la gestion de l'e-réputation du feedback client. Donc, utiliser les retours que vous font vos clients pour améliorer l'expérience en magasin et l'expérience utilisateur. Troisième brique, intégrer du coup le conversationnel à vos canaux de communication, déjà pour habituer vos cibles à ces nouveaux canaux de communication et également améliorer la communication du coup avec vos clients avec des canaux qu'ils utilisent eux dans leur vie quotidienne. Et enfin, utiliser l'IA pour soutenir vos équipes, donc utiliser des nouvelles technologies pour du coup avoir des personnes au siège qui peuvent se concentrer sur l'essentiel, donc les aider dans ces tâches un peu répétitives. Voilà, on espère que ça vous aura donné quelques idées pour préparer votre stratégie en 2025. Et en attendant, du coup, je vous partage du coup les ressources qui sont liées du coup à ce webinaire. Donc, il y a d'autres ressources à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez approfondir. Du coup, on a notre équipe Content qui vous a préparé pas mal d'articles de blog. Donc, je vous ai mis un petit QR code qui renvoie du coup vers notre blog et un contenu premium qui arrive directement. Donc, une checklist de 10 tendances avec des liens qui correspondent aux articles de ces tendances. Donc voilà, on vous enverra tout ça d'ici la fin de la présentation. Donc, si vous êtes client partout déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur chez nous pour qu'il puisse vous présenter comment vous allez pouvoir faire cette analyse concurrentielle. Et je pense qu'on pourra conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis, à très vite pour un prochain webinaire ensemble. Merci à tous. Merci tout le monde.